Je pense que nous dit Kaifouli. Déjà, si on se base sur la première partie de l'extrait, il nous parle de la Chine, il nous parle des USA. Alors l'Europe, là-dedans, même pas question, quoi, hein. Donc on a énormément de retard, c'est-à-dire qu'on n'est même pas considéré comme un marché potentiel ou des gens qui apportent de la valeur sur les technologies et la transformation numérique aujourd'hui. Là, il parlait d'intelligence artificielle en l'occurrence. Mais voilà, on a intérêt en tant qu'Européens à se bouger un petit peu si on veut apparaître dans le spectre mondial. Sinon, la Chine va redevenir, enfin, elle est déjà quasiment la première puissance mondiale telle qu'elle a été jusqu'en 1800, à l'ère de l'industrialisation. Et alors en 1800, quand l'industrialisation est arrivée en Europe, donc effectivement les jobs ont été décomposés. Un ouvrier agricole devenait ouvrier dans l'usine, et puis après il montait les différents échelons. Aujourd'hui, on va avoir une destruction de postes. Donc on l'a vu, hein, enfin on en reparlera tout à l'heure, mais il va y avoir pas mal de métiers qui vont finir par disparaître, et à contrario, beaucoup qui vont apparaître. Par contre, la passerelle entre les deux n'est pas simple, puisqu'on avait une évolution qui était gérable. Là, aujourd'hui, un chauffeur de taxi qui éventuellement perdrait son emploi si demain tous les taxis sont autonomes, il va avoir du mal à se transformer en développeur. Il pourra, mais ça ne se fera pas comme ça en claquant des doigts. Donc il y a énormément d'enjeux au niveau des emplois à cause ou en raison ou grâce à la transformation numérique. On va dire grâce parce qu'on peut considérer que ça va amener énormément de potentiel, énormément de richesse. On le voit, il y a un enjeu en richesse économique qui est extraordinaire, donc c'est vraiment là-dessus qu'on doit capitaliser. Voilà, donc on en a tous conscience, les entreprises en ont tous conscience, mais pourquoi on s'y met pas plus vite? Alors là, on va parler des freins, hein. Le premier frein, c'est Marc, peut-être en tant que dirigeant, peut parler des dirigeants. Pourquoi ils s'y mettent pas ou pourquoi si difficilement? Alors, en tant que dirigeant, puisqu'aujourd'hui dans le groupe nous avons Proévolution qui intervient effectivement sur tout le cycle de vie du capital humain, donc de la chasse de tête, dans le coaching individuel, coaching collectif, jusqu'à la restructuration d'entreprise, donc ce qu'on appelle les plans sociaux. Et quand j'échange dans un mouvement qui s'appelle l'APM, hein, l'APM est l'Association pour le progrès du management, on le verra après sur d'autres slides, je sens une résistance chez les dirigeants. Alors, pour celles et ceux qui sont, par exemple, dans des secteurs d'activité peut-être un peu plus conservateurs, comme l'industrie, comme le bâtiment, on se dit, je sens ou je pressens l'intelligence, moi je dirais plutôt de l'intelligence augmentée. Je fais juste le lien avec Marc Alévi qui était intervenu lors des 30 ans, où il parlait d'intelligence non pas artificielle, c'est comme les fleurs, hein, les fleurs artificielles, c'est pas des fleurs, mais de l'intelligence augmentée, mais sans savoir finalement comment l'appréhender, comment l'aborder. Et les résistances sont souvent aussi synonymes d'une peur. Donc on voit bien là les chiffres, 32% des dirigeants estiment ne pas avoir de compétences en interne. On verra que dans l'offre justement de ConnexUp, ça va répondre à cette demande. Alors 75% des dirigeants pensent que leur société a une culture centrée sur l'innovation technologique, alors que le sentiment n'est partagé que par 37% des salariés. Là aussi, c'est juste le constat et l'observation, c'est en échangeant, en ouvrant, en partageant. Il n'y a pas encore de diagnostic de poser. On sent bien là les écarts entre le dirigeant qui doit être porteur de la vision et les salariés qui sont en attente. Et là, je vous ferai vraiment un retour d'expérience de ce qu'on a vécu, nous, de ce que j'ai vécu moi en tant que dirigeant chez Proévolution, qui a donné d'ailleurs la naissance à ConnexUp. Voilà. Plus d'un salarié sur deux juge que son entreprise est active dans le domaine de la transformation digitale, mais seulement 11% estiment qu'elle est innovante en la matière. Là aussi, comme le disait Xavier Noël, si on devait faire un tour de la salle sur la sémantique de ce qu'est la transformation digitale, pour les uns, ils vont dire j'ai un site internet, pour les autres, ils vont dire j'ai un CRM, et pour les plus aboutis, il y en aurait qui pourraient nous dire qu'il y a des process digitaux. Voilà, là aussi, on voit que le degré de maturité, selon la culture et le référentiel que l'on a, n'est pas le même. Alors, là aussi, moi je reste vraiment, vraiment optimiste, notamment pour les PME et pour les ETI. Là aussi, 47% des dirigeants estiment que l'impact du digital sur leur activité ne sera pas majeur d'ici à 5 ans. D'ici à 5 ans. Alors, je ne sais pas si on se remet il y a 5 ans en arrière, en 2015, regardez les bons technologiques qu'il y a eu. Pour moi, dans ma vision des choses, et ça n'engage que moi ce que je vais dire, je pense qu'un dirigeant qui se dit dans 5 ans, je dois attendre 5 ans pour avoir un impact digital majeur, je pense que c'est une faute, objectivement. Sincèrement, je pense que c'est une faute. 61% n'exploitent pas ou peu les données liées à la vente et à la relation client.
Là aussi, nous, notre métier, le métier premier, c'était les CV. Donc, on a de la donnée. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment on l'exploite? Comment on la traite? Et à un moment, on a décidé, là, chez Proevolution, de recruter un data scientist. Parce qu'à un moment, il apparaissait tout à fait logique, enfin, c'était tellement normal qu'à un moment, cette donnée, c'est notre mine d'or et comment on peut l'optimiser dans la relation client. Et enfin, 87% ne font pas de la transformation digitale une priorité stratégique pour l'entreprise. Autre erreur. Moi, je pense aussi là que les dirigeants, et ça va faire partie d'une des offres de ConnexUp, c'est qu'ils doivent vivre le digital au sens où nous l'entendons, par des expériences. C'est passer de l'intellectuel aux émotions pour se dire finalement, j'ai un champ ouvert d'application dans mon secteur d'activité, dans mon entreprise. Voilà. Alors pour finir, 3 profils de dirigeants dans le digital. Alors les apprentis, 52%, c'est ce qui me fait être optimiste. Donc voilà, on est quand même en gestation. Les conquérants, approche un peu plus offensive. Et quand même les sceptiques, c'est les vrais sceptiques. Non, ok. C'est les vrais sceptiques et 10% de conquérants. Voilà, conquérants, une approche vraiment plus offensive. Mais là, c'est aussi c'est la cible là. Très clairement de ConnexUp et l'accélération ici avec les apprentis. Juste information pratique, gardez les questions pour la fin. On m'a précisé que certaines personnes étaient pressées, donc on va d'abord déployer la présentation. Et pareil pour la salle en ligne, hein, si vous avez des questions, on fera le retour sur la fin. Donc, autre crainte, on en a un petit peu parlé justement au travers de Kayfully, notamment la crainte d'être remplacé par la machine. Mais c'est vrai, la machine a remplacé des emplois d'ouvriers, notamment dans les usines. Donc il y a de quoi s'inquiéter, mais Kayfully l'a dit dans l'extrait, derrière il y a d'autres métiers qui sont créés, des métiers bien plus enrichissants. Alors après, ça peut être inquiétant parce que quand on voit le progrès de la digitalisation, on peut avoir peur pour ces métiers. Donc je vous invite à regarder ce site. Je vous donnerai l'URL, n'hésitez pas à me la demander. C'est un site où vous tapez votre métier et ça vous dit dans combien d'années vous serez remplacé par un robot. Bon, ça reste un outil plus ou moins prédictif. Ça fait peur, hein. Mais ça vous permet de prévoir votre retraite, c'est pas mal. Voilà, alors bien sûr, ça reste un site qui se base sur ses propres données, mais c'est toujours intéressant de voir comment il calcule, comment il devine. Voilà, tapez quel avenir pour votre métier, j'ai l'URL dans les slides, je pourrais vous les transmettre, c'est très intéressant. Alors justement, Kayfully, le porte-parole de Kayfully va un petit peu nous dire quels sont là, à court terme les métiers plus ou moins dangereux et sur quels critères. Hein. J'ai pas d'action dans ces sociétés, mais l'idée, effectivement, il a exprimé tout à l'heure, c'est qu'on va avoir des différentes typologies de fonctions et de jobs, certains qui vont être plus ou moins remplacés ou aidés par l'intelligence artificielle, hein, notamment dans tout ce qui est répétition. Alors ça peut aller du plongeur en cuisine au télévendeur, à un assistant de personnes âgées, un enseignant, un guide touristique, etc., même un radiologue ou un chauffeur. En revanche, on a 2 types de fonctions qui vont avoir plus de mal à être remplacées. C'est évidemment les missions de créativité, puisque là, on a quand même besoin d'inventer les choses. Et là, aujourd'hui, le robot ne peut pas le faire à notre place. Donc, tout ce qui va être direction générale, les scientifiques, les gens dans les bureaux d'études, etc. Alors, directeur marketing, c'est pas moi qui l'ai mis, hein, mais on est sur des fonctions qui, a priori, restent également. Et on est également sur la notion de compassion. Alors lui, dans l'extrait, si vous regardez l'extrait complet, enfin sa conférence complète en anglais, il parle de l'amour. Il dit on a besoin d'amour dans nos métiers, besoin d'amour dans la relation de travail. Et tous les jobs qui donnent de l'amour aux autres, eux ne seront pas remplacés parce que la machine, elle n'a pas d'amour. Donc voilà, cette notion de compassion, elle est importante aussi dans le fait que certaines fonctions vont peu évoluer et vont garder leur côté humain très fort. Donc, juste pour vous donner d'autres faits inquiétants pour les entreprises pour passer au digital, tous ces gros mots qui sont en anglais, c'est un peu les nouveaux métiers. Alors, il y en a qui sont plus ou moins nouveaux, hein, il y en a qui existent depuis quelques années, mais il y a un petit peu cette mode à l'anglicisme, hein, voilà, dans le domaine des nouvelles technologies. En tout cas, là, les extraits que je vous ai cités ici, c'est des métiers qui sont vraiment en vogue. Hein. Là, c'est pour le coup ma propre étude, hein, basée sur différents articles et sur ma propre constatation sur les différents sites qui sont plus ou moins spécialisés dans le recrutement digital. Donc voilà, si vous êtes dans ces métiers, a priori, vous avez un bel avenir, hein, si tant est qu'il ne soit pas éphémère. Et si vous n'y êtes pas, posez-vous la question dans vos équipes, est-ce qu'il n'y a pas des intérêts à avoir l'un ou l'autre? Voilà, juste un exemple, on reviendra sur tout ce qui est social media manager ou community manager, qui est un métier qu'à peu près tout le monde a besoin. Mais on y reviendra. La pénurie de talent, tu voulais nous en parler, Jean-Baptiste? Oui, on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de chômage des cadres en France quasiment, quoi, hein, et il n'y a pas de chômage. Ouais, on est sur
un emploi, enfin un taux d'emploi, comment on appelle ça, le chômage résiduel en fait. Voilà. 3 à 4%, c'est qu'il n'y a pas de chômage. Et on a énormément de métiers pour lesquels on a des problèmes en termes de recrutement. Vous devez le vivre également de votre côté. Je le vis aussi dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Donc notamment tous les postes à connotation informatique ou digitale. Alors, il y en a quantité d'autres. Où c'est compliqué de recruter. Il y a quand même beaucoup de candidats, mais il y a aussi beaucoup d'offres. Et donc à un moment donné, il faut savoir faire le tri. Il faut aussi faire attention, parce que Xavier Noël parlait de jobs qui ont quelques années. Si on prend l'UX designer, si aujourd'hui je poste une annonce en disant je recherche un UX designer avec 10 ans d'expérience, je ne vais pas en trouver, puisque il y a 10 ans ça n'existait pas. Donc voilà, il faut arriver à être un peu plus fin dans la manière dont on va rechercher les candidats, de manière à trouver les bons et peut-être aller les chercher aussi dans les formations, dans les jeunes qui sortent des formations dans le digital, puisqu'on a aujourd'hui énormément de formations spécialisées dans le numérique. Si on regarde la grande école du numérique, elle en recense 750 en France, donc c'est relativement important. Et on va avoir des formations courtes et des formations longues. Et aujourd'hui, on sait qu'un jeune qui arrive sur le marché du travail va devoir se former quasiment tout au long de sa vie. On n'est plus maintenant dans le monde de papa, on va dire, ou notre monde à nous, où, on sortait d'une école ou d'une formation et finalement ça nous servait de carte de visite pour toute la vie, pour toute la carrière. C'est terminé. Même aujourd'hui, nous-mêmes, on est obligé de se former sur les... Moi, quand je suis sorti en marketing, j'ai fait du marketing automation depuis. Enfin, on continue à évoluer, à progresser, et donc c'est important d'aller aussi chercher, détecter les bonnes formations qui pourront vous donner de bons candidats opérationnels tout de suite, sans forcément aller chercher des gens qui ont énormément d'expérience, selon les cas évidemment. Alors je voudrais juste rajouter, venir peut-être sur la slide précédente. Donc on voit effectivement les métiers de l'IT, alors rien de nouveau sous le soleil, c'est les métiers les plus difficiles à aller chercher. Alors il y a deux approches là, et pour ConnexUp, c'est d'abord faire vivre une expérience candidat qui va être différente de celle qu'il vit aujourd'hui. Ça c'est juste fondamental. Et ce qui est intéressant aussi, c'est tout ce qui est études, recherche et développement, les commerciaux marketing. De plus en plus, on le voit, nous, y compris chez les ingénieurs, on va leur mettre une couche digitale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je fais le lien avec la formation, nous avons aujourd'hui des clients, et je peux le citer, c'est Siemens, qui a lancé la Digital Factory, qui aujourd'hui de plus en plus cherche une formation de base ingénieur, mais avec une formation et une couche digitale. Pourquoi, à votre avis? Pour accélérer la mise à disposition de la machine, en l'occurrence chez le client. C'est-à-dire qu'on veut réduire le cycle de développement et de production pour être beaucoup plus efficient et beaucoup plus productif pour la mise sur le marché. Donc vous voyez, ce virage-là commence à s'amorcer en disant on veut des ingénieurs mécaniques, mécatroniques, mais on veut une couche digitale en plus. Et moi, je voulais revenir sur ce que disait Jean-Baptiste sur la différence entre la formation chez les parents et les enfants. La différence, on la voit de manière très forte, parce qu'aujourd'hui, les générations X, Y et Z qui se côtoient sur le marché du travail, il faut savoir que d'ici 2025, les Y seront majoritaires, ça pose des difficultés de mentalité, quelle est la vie au travail, comment c'est, j'entends des petits sourires, je vois qu'il y a des gens qui l'ont vécu. Alors, faire le management intergénérationnel, c'est une vraie question. Moi, j'ai juste envie de dire, pour rassurer, on ne va pas faire la réponse aujourd'hui, c'est que finalement, rassurez-vous, les jeunes qui sont sur le portable, c'est juste le support qui a changé. Voilà. En soi, il n'y a pas eu forcément de grande révolution comportementale. Ce qu'il faut, c'est bien sûr savoir les écouter, les comprendre, savoir leurs besoins. On est déjà intervenu sur le thème du management intergénérationnel, c'est un sujet qui prend beaucoup de temps. On ne va pas s'étaler, simplement pour vous dire, c'est quelque chose sur lequel on pourra accompagner aussi et trouver des solutions. Alors justement, donc de tout ça est venu, de ce contexte de la transformation digitale et des difficultés entendues des entreprises à tous les niveaux, est né ConnexUp. Donc on va vous raconter comment on en est venu à aujourd'hui créer ConnexUp et l'inaugurer. On va commencer avec le début de l'histoire et c'est Marc qui va vous dire. Bien, alors ça va être l'agrégat de plusieurs constats que j'ai faits. D'abord, nous aussi on recrute et nous aussi on a des difficultés à recruter. Donc je me suis interrogé en tant que... Moi j'ai 53 ans aujourd'hui, donc je vois le monde avec mes lunettes de quelqu'un qui a 53 ans. Et or j'ai constaté que quand de jeunes générations arrivaient, les attendus n'étaient pas les mêmes. Que ce soit des attendus en termes d'organisation de travail, que ce soit des attendus en termes d'outils et des réseaux sociaux. Alors moi personnellement, vous verrez sur LinkedIn, mais pas sur Facebook, ni sur Instagram, ni sur Snapchat. Et tout ça, ça m'a interpellé.
Et ensuite, c'est aussi l'observation que j'ai pu voir et faire chez les clients en disant, demain, nous, on est là dans un virage digital. Et mon acculturation digitale était vraiment, je suis parti de très très loin. Comme je disais à Alain, je ne sais pas où il est, Alain Cheval avec qui j'étais, alors, lui, il a eu le bac, moi j'ai mis 3 fois pour ne pas l'avoir quand même. Donc je comprends vite, mais il faut m'expliquer très 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 longtemps. Et c'est comme ça comme ça est née la vision de me dire, il faut que Proévolution, il faut que le groupe Proévolution soit prêt pour les métiers de demain. Or, on ne l'était pas. On est sur des méthodologies aujourd'hui où on recrute finalement comme nos confrères. Rien de différent et rien d'innovant. Par contre, le fait de ne pas avoir un parcours d'éducation classique, education au sens anglo-saxon, m'a donné des visions qui étaient sans doute un petit peu en rupture ou disruptives. Et si j'entendais ou j'écoutais on va dire, la vision classique de mes confrères, je dis, je ne le ferai pas. Or, je me suis dit, allez, on va le faire. Et ensuite, plus vous connectez les objets, plus vous déconnectez les hommes. Et moi, j'ai une conviction, c'est que plus vous connectez les objets, plus il y a d'objets connectés, plus les hommes ont besoin d'être connectés. Et c'est souvent l'histoire de rencontres. Alors, la première rencontre s'est faite avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, je vais te laisser te présenter du coup. On s'est rencontrés effectivement fin 2016, ça fait déjà un petit paquet de mois et d'années. Et grâce, on peut le dire, à Patrick. Oui. Donc merci Patrick. Et je voulais juste finir, pour nous c'était tout à fait naturel que ConnexUp soit au KM0, puisque ça aussi c'est la vision de Michel, Patrick et d'autres associés, Olivier, qui ont eu cette excellente idée, et encore merci à eux. On va reparler de KM0 après. Mais effectivement, on s'est rencontrés donc, il y a 3 ans. Moi, pour ma part, quand on parle souvent des agences, en publicité, les agences et l'annonceur, moi je suis plutôt côté annonceur ou côté client. Et j'ai travaillé dans différentes entreprises, des grosses, des petites et des moyennes, avec pas mal de postes dans le digital. J'étais dans l'équipe fondatrice d'Ushop, qui était l'un des premiers cybermarchés en France en 99. J'ai été directeur des achats et des appros chez Amazon, où là on était donc au lancement aussi en France. C'était en 2002-2004, où là on était déjà largement digitalisé, on va dire, alors que le reste des entreprises ne l'était pas forcément. J'ai fait du développement multicanal après dans une société plus petite, où j'ai ouvert des boutiques, où là pareil, on avait un responsable par boutique qui était complètement digitalisé, donc qui gérait sa boutique, son stock, et des missions transversales pour l'ensemble de l'entreprise. Puis d'autres postes en marketing, et je suis aujourd'hui directeur marketing chez Rational, qui est un groupe allemand, pour ceux qui connaissent, qui fabrique des fours et des sauteuses multifonctions pour la grande restauration et la collectivité. Et donc je suis en poste chez Rational, et là je suis en tant qu'associé chez ConnexUp, où je vais passer du temps libre, on va dire, puisque si on passe 39 heures ou 40 heures ou 50 heures par semaine dans son entreprise, il nous reste encore une cinquantaine d'heures qu'on peut passer par ailleurs. Donc ça peut être dans des associations, ça peut être à faire du sport, ça peut être aussi dans une activité parallèle, ce qui est le cas du coup. Et donc l'idée, c'est de pouvoir apporter un peu cette vision client entre guillemets, ou voilà mon expérience de vieux maintenant au service de Xavier Noël et puis des clients que nous allons pouvoir avoir, donc en termes de méthodologie et autres conseils en termes d'outils et de process. Et après, deuxième rencontre, Xavier Noël, voilà. Rencontre. Donc voilà, Xavier Noël Kuhlmann. Alors moi j'ai un profil très hybride, on parle de CV atypique, il paraît que c'est à la mode et que c'est ce qui marchera demain. Donc pour pas faire le détail, moi j'avais d'abord des études plutôt techniques dans l'informatique, j'aurais pu être développeur, je l'ai été quelques mois. Et puis je me suis orienté dans les métiers commerciaux avec une formation qui malheureusement n'existe plus, qui est l'ESV. Et puis j'ai atterri un peu par hasard dans une agence de marketing digital où j'ai fait du référencement d'abord, avant d'évoluer vers la fonction progressivement de directeur de clientèle, donc voilà, technico-commercial typiquement. Et j'avais un constat dans cette expérience, de ces 12 ans d'expérience en marketing digital, c'est que les projets pouvaient marcher, pas marcher. Alors il y a le côté, est-ce que l'agence fournit, c'est une chose, mais il y a surtout l'interlocuteur en face. Est-ce qu'il est conscient des enjeux, est-ce qu'il est prêt à mettre les ressources en interne ?
Et je me suis rendu compte que souvent c'est ça ce qui faisait que le projet marche ou marche pas. Si les équipes en interne sont conscientes qu'elles doivent elles-mêmes s'imprégner du digital et participer activement là au marketing digital en l'occurrence, ben, ça marchera. Et à l'inverse, si vous laissez l'agence toute seule, vous pouvez prendre les meilleurs référenceurs, les meilleurs rédacteurs du monde, ça ne marchera pas. Parce qu'à un moment, il faut parler de vous, de votre métier. Donc j'ai fait ce constat personnellement et c'est aussi ce qui m'a amené à suivre l'aventure et aujourd'hui donc devenir manager de l'activité. Et autre chose pour parler de mon parcours au-delà du parcours professionnel, j'ai créé il y a 15 ans une petite association qui fait ce qu'on appelle des LAN parties. Alors ça, je dis un gros mot pour certaines personnes. En gros, on fait venir sur un week-end des gens avec un ordinateur qui se branchent entre eux et on leur fait faire des tournois sur différents jeux à la mode. Et puis on organise notamment un modeste événement qui s'appelle le Colmar eSport Show, qui a eu lieu en janvier pour sa première édition, qui a accueilli seulement 600 joueurs et quelques 11 000 visiteurs. Pour une première, donc je fais un petit peu de publicité pour mon association. La deuxième aura lieu les 18 et 19 janvier prochains, donc à Colmar, en partenariat avec le Parc Expo de Colmar. Et on attend 15 000 personnes, 700 joueurs PC en même temps. Et si Juste jamais... pour rebondir, vous imaginez 11 000 et 15 000 personnes. C'est juste énorme. Et aujourd'hui, je crois que ça peut concurrencer le foot, moi, ancien sportif. Alors, la somme des audiences de l'e-sport, hein, donc du jeu vidéo en mode compétitif, additionné, est effectivement supérieure au foot. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on fait du streaming sur Twitch, qui est une plateforme de gaming. Et il y a plein de streamers qui reprennent les flux des grandes compétitions et qui vont les analyser. Il y a des gens de différentes générations qui vont les suivre. Et donc, ça fait plein d'audiences un peu disséminées. Donc, on a du mal à regrouper, à consolider tout ça. Mais quand on fait ce travail, on se rend compte qu'on l'a déjà dépassé. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore intéressé à l'e-sport, je vous ai donné une petite parenthèse. Alors, pourquoi cette parenthèse, me direz-vous? On va en parler rapidement parce que j'ai la conviction, pour l'avoir vécu, et je pense que l'exemple aujourd'hui de la présence de Sam et de Séverine, qui l'une est issue d'un parcours justement d'une école e-sport et l'autre fait du streaming depuis longtemps, ont développé des compétences par eux-mêmes, par passion, qui peuvent servir aux entreprises, et ce streaming n'en est qu'une illustration. Voilà pour l'équipe. Rapidement, petite parenthèse, je vais être rejoint au 1er octobre, enfin une personne va me rejoindre au 1er octobre de la licence IMAT qui va m'épauler sur tout ce qui est marketing digital, donc l'équipe va très vite s'étoffer. Donc pourquoi ConnexUp? Pourquoi le nom? Alors on a passé des mois à chercher un nom, vous avez peut-être eu des réflexions sémantiques de votre côté, c'est compliqué de trouver un nom et avec Jean-Baptiste, surtout Jean-Baptiste s'est beaucoup penché sur le sujet. Et comment on est venu à ConnexUp, Jean-Baptiste? La recherche de marque, je l'avais faite moi dans d'autres domaines, et c'est assez compliqué parce qu'on a souvent de très bonnes idées, elles sont souvent déjà prises, donc on vérifie toujours à l'INPI ou maintenant sur les URL directement, mais c'est assez complexe de trouver quelque chose d'assez original. Et on voulait exprimer à la fois la connexion quelque part qui va exister entre les entreprises et les talents, entre les talents et l'entreprise, entre les entreprises et les objets, etc. Donc le connex à un moment donné est arrivé, s'est imposé comme vraiment un terme intéressant. Après, on voulait avoir une idée d'élévation ou d'évolution permanente, donc d'où le up, puisque on l'a dit, aujourd'hui, chaque travailleur, chaque collaborateur dans les entreprises va devoir continuer à évoluer. Donc notre vocation, c'est aussi d'aider les collaborateurs de nos clients à évoluer, d'aider nos clients à évoluer, et donc de s'élever par le haut étant le digital. Et puis, donc, il y a un petit clin d'œil aussi au KM0, hein, qui a permis les premières rencontres entre nous et puis qui semblait être le lieu idéal pour exercer. Et plutôt que de mettre un C un peu traditionnel, qui est lié au mot connexion, on a choisi de mettre un K, d'où le ConnexUp tel que vous voyez aujourd'hui. L'accroche Empower Your Talents est plutôt, correspond à cette idée d'évolution en fait, hein, qu'on doit permettre de proposer aux clients et aux différents talents de l'entreprise. Hein. Et les talents de l'entreprise, c'est les gens en place, c'est les gens qu'on va recruter. C'est tout un ensemble. On dépasse le recrutement pur. C'est aussi travailler sur les talents qui sont dans l'entreprise. Et un petit clin d'œil aussi pour le logo, hein. Merci à Anthony et son équipe de Cactus. Vous voyez la notion de connexion de digital avec les petits points et autres, tout en restant sobre, avec une police assez moderne. Donc voilà, le logo que vous pourrez voir, notamment sur les clés USB qu'on vous a remis.